Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire de Cayetano Santos Godino, un criminel argentin souffrant de troubles mentaux et de pyromanie qui a commis une série d'agressions contre des enfants mineurs. Il est souvent considéré comme le premier tueur en série de l'histoire du pays. Cayetano Santos Godino est né le 31 octobre 1896 à Buenos Aires dans une famille d'immigrés italiens. Les Godino vivaient dans une extrême pauvreté, logés dans une maison modeste située dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Selon certaines sources, il n'avait même pas de salle de bain. Le père, Fiore Godino, travaillait comme gardien de phare et était profondément alcoolique. Avant la naissance de Cayetano, il avait contracté la syphilis. Ainsi, le petit Cayetano, comme les autres enfants de cette famille nombreuse, était en mauvaise santé et souffrait d'une entérite congénitale. Durant ses premières années, il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Fiore était également d'un tempérament violent et infligeait régulièrement des sévices à ses enfants, utilisant une ceinture en cuir ou un bâton en bois. Sa femme ne faisait pas exception et subissait elle aussi des violences. Pourtant, c'est sur Cayetano que Fiore semblait concentrer toute sa rage. Les premières années de sa vie, le jeune Godino les a passées dans la rue. Dès l'âge de 5 ans, il a commencé à fréquenter l'école, mais il a changé plusieurs fois d'établissement. Il se distinguait par une totale absence d'intérêt pour l'apprentissage et montrait des aptitudes très limitées. En parallèle, Cayetano faisait preuve d'une extrême agressivité, notamment envers ses camarades et ses enseignants, ce qui lui a valu d'être régulièrement renvoyé. Certains professeurs le qualifiaient sans détour d'idiot, d'imbécile ou de retardé mental, tant il semblait incapable de comprendre les leçons. Son état de santé était tout aussi préoccupant que ses capacités intellectuelles. Il souffrait de maux de tête fréquents, souvent accompagnés de fièvre, qui le contraignaient à rester alité pendant de longues périodes. Cayetano était également sujet à des vomissements et à des diarrhées chroniques, ce qui, selon certains experts, aurait freiné son développement physique. Sa taille, qui n'a jamais dépassé 1,50 m, en est un triste témoignage. En plus de ces troubles, le garçon se distinguait par un comportement particulièrement conflictuel. Ni son père, ni sa mère, ni ses frères et sœurs ne le supportaient à la maison. En réalité, même les voisins, en le voyant approcher, s'empressaient de fermer leurs volets pour ne pas entendre le flot d'insultes qu'il leur lançait constamment. Dès cette époque, il était surnommé El Petizo Orejudo, le garçon aux grandes oreilles, en raison de son apparence singulière. En grandissant, il n'a jamais appris à lire ni à écrire autre chose que son propre nom. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'il a quitté l'école après seulement 3 ans. Cayetano a également commencé à fumer et à boire très jeune, même selon les normes locales. Il volait des bouteilles de vin aux sans-abri qui erraient dans les ruelles de ce quartier défavorisé. Son passe-temps favori consistait à rôder dans les terrains vagues où il s'amusait à allumer de petits feux et à torturer des animaux. Godino a commis son premier crime, l'agression brutale d'un enfant de 2 ans, le 28 septembre 1904, alors qu'il n'avait pas encore 8 ans. Il a conduit le petit Miguel dans un endroit isolé, l'a frappé à plusieurs reprises et l'a laissé dans les buissons. Un policier qui passait par là a découvert les 2 enfants. Ils ont été emmenés au poste de police où leurs parents sont venus les récupérer. Bien que l'agression ait été particulièrement violente, les policiers n'ont pas imaginé qu'ils avaient affaire à un futur criminel dangereux. 1 an plus tard, Cayetano a de nouveau été arrêté. Cette fois, il avait attaqué une fillette de 18 mois, la frappant à la tête avec une pierre. Par chance, les blessures de l'enfant n'étaient pas graves. Dans les 2 cas, malgré la gravité des actes, le jeune délinquant n'a été que brièvement placé en état d'arrestation avant d'être rapidement relâché. Cayetano a commis son premier meurtre le 29 mars 1906. Ce jour-là, la police a été alertée de la disparition d'une fillette de 3 ans, Maria. Les autorités ont fouillé toutes les maisons, qu'elles soient habitées ou abandonnées, ainsi que presque tous les terrains vagues, mais aucun indice permettant de retrouver l'enfant n'a été découvert. Ce n'est que 6 ans plus tard que la famille de la fillette disparue a finalement appris la vérité. Le 5 avril de cette année-là, le jeune Godino, alors âgé de 9 ans, a été conduit au poste de police par son propre père. Fiore Godino a déclaré qu'il ne pouvait plus contrôler son fils et a demandé aux autorités de l'incarcérer. Il a accusé Cayetano d'être un enfant profondément instable, faisant preuve d'une cruauté gratuite envers les animaux. Peu avant cet acte désespéré, Fiore avait découvert sous le lit de son fils une boîte remplie de restes d'oiseaux mutilés. Ironiquement, le père de Cayetano était lui-même un homme violent, mais même lui a été profondément troublé par le comportement antisocial de son fils. À la suite de cette dénonciation, le jeune Godino a été envoyé dans une colonie pénitentiaire, d'où il a été libéré après 2 mois d'incarcération. Le 9 septembre 1908, Cayetano a tenté de noyer un garçon de 2 ans, Severino, en lui plongeant la tête dans une auge à chevaux. L'enfant a miraculeusement survécu grâce à l'intervention d'un propriétaire de bodega qui passait par là et a été témoin de la scène. L'homme a immédiatement maîtrisé l'agresseur et a alerté la police. Cayetano n'était resté au poste que 24 heures. Il a réussi à se justifier en affirmant qu'il n'avait pas tenté de noyer l'enfant,
mais qu'au contraire, il avait essayé de le sauver. Le 15 septembre de la même année, soit seulement 6 jours après son arrestation, Cayetano a de nouveau attaqué un enfant. Il l'a emmené dans un terrain vague et a tenté de lui brûler les paupières avec une cigarette. Heureusement, la mère de l'enfant est arrivée à temps et a empêché le pire. L'agresseur a cependant réussi à s'enfuir. Après cet incident, Cayetano est retourné chez ses parents, mais son comportement n'a cessé d'empirer. Souvent ivre, il traînait dans le quartier, semant le trouble. Épuisé par la situation, ses parents ont décidé de l'envoyer à nouveau dans une colonie correctionnelle pour mineurs. Cette fois, Godino y est resté 3 ans. Pendant cette période, il a suivi plusieurs cours obligatoires et a appris à lire des mots syllabe par syllabe et à compter jusqu'à 100. Mais cette tentative de rééducation n'a eu aucun effet sur lui. Le 23 décembre 1911, après plusieurs années passées en colonie correctionnelle, Cayetano revient chez ses parents. Ces derniers espéraient que cette expérience l'aurait ramené à la raison, mais il n'en fut rien. Ils lui ont même trouvé un emploi d'apprenti dans une usine locale, mais il n'y a travaillé que quelques mois avant de retomber dans le vagabondage et de reprendre son mode de vie habituel. À la même période, il a recommencé à souffrir de violents maux de tête, ce qui, selon ses propres mots, a intensifié son désir de faire du mal aux autres. Le 7 janvier 1912, Cayetano a déclenché un incendie majeur dans un immeuble de la ville. Les pompiers ont mis près de 4 heures pour maîtriser les flammes. L'incendiaire a été arrêté et lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir allumé le feu uniquement pour observer les dégâts qu'il pouvait causer. Cette fois encore, Godino n'a passé que quelques jours en détention. Le 25 janvier de la même année, il a commis un nouveau crime. Le meurtre d'un garçon de 13 ans nommé Arturo, dont le corps à moitié nu a été retrouvé dans une maison abandonnée. Cette atrocité a provoqué une vive émotion dans la société. Selon certains rapports, les autorités ont d'abord soupçonné 2 hauts fonctionnaires et ont même enquêté sur eux pendant 6 mois. Cette piste n'a toutefois pas été confirmée et l'enquête n'a pas abouti. Le 7 mars 1912, Cayetano a mis le feu à la robe d'une fillette de 5 ans à l'aide d'une allumette, après l'avoir attirée dans un endroit isolé. La victime a agonisé pendant 16 jours avant de succomber à ses brûlures à l'hôpital de la ville. Le 8 novembre de la même année, Cayetano a attiré le petit Roberto, âgé de 2 ans, en lui promettant des bonbons. Il lui a ensuite attaché les mains et les jambes avant de tenter de l'étrangler avec son garrot préféré. Par chance, l'enfant a survécu et l'agresseur a été arrêté par un passant. Emmené au poste de police, Cayetano a affirmé avoir trouvé l'enfant déjà ligoté par quelqu'un d'autre avant son arrivée. Faute de preuves suffisantes, il a été relâché le jour même. Entre le 16 et le 20 novembre, 2 autres agressions contre des mineurs ont eu lieu. Mais dans les 2 cas, l'agresseur a pris la fuite, effrayé par des témoins. Heureusement, les victimes n'ont pas été blessées. Le 3 décembre 1912, vers 10 h du matin, un homme nommé Pasquale ouvrait, comme à son habitude, son atelier situé dans une maison de rapport du quartier. Son fils de 3 ans jouait habituellement à l'entrée. Par inadvertance, Pasquale a perdu de vue son fils pendant quelques minutes. Lorsqu'il est retourné le chercher, l'enfant avait déjà disparu. Affolé, le père s'est précipité à l'extérieur, mais malgré ses recherches initiales, il n'a pas trouvé l'enfant. C'est alors qu'il a compris que son fils avait réellement disparu. Après avoir parcouru plusieurs rues, Pasquale est arrivé devant un vaste terrain vague. Là, il a croisé un adolescent aux grandes oreilles, Cayetano Godino. Pasquale lui a demandé s'il avait vu un petit garçon. Cayetano a secoué la tête et a répondu par la négative. Puis, comme si de rien n'était, il a conseillé au père d'aller chercher de l'aide auprès de la police. Pasquale a poursuivi ses recherches, tandis que le jeune homme aux cheveux courts et aux oreilles proéminentes s'éloignait tranquillement. Quelques heures plus tard, Pasquale découvre le corps de son fils dans l'enceinte d'un bâtiment abandonné. L'enfant avait les mains et les pieds ligotés et une corde enroulée 13 fois autour de son cou. Mais le plus effroyable restait à découvrir. Dans l'une des tempes du garçon, un clou de 10 cm avait été enfoncé, vraisemblablement à l'aide d'une pierre retrouvée à proximité. Les officiers de police ont mené une série d'entretiens avec des témoins potentiels vivant à proximité de la scène du crime. Une jeune fille interrogée a affirmé avoir vu le garçon, peu avant sa disparition, en compagnie d'un adolescent aux cheveux courts et aux grandes oreilles. Les inspecteurs chargés de l'enquête ont rapidement établi un lien entre ce crime et des agressions antérieures contre des enfants. Pourtant, bien que Cayetano soit le principal suspect, il ne dispose pas encore de preuves suffisantes pour l'arrêter. Quelques jours plus tard, une cérémonie d'adieu a été organisée pour l'enfant. Les membres de la famille étaient profondément bouleversés par la mort atroce de leur garçon. À un moment donné, le père du défunt a vu Cayetano entrer dans la maison. Il a d'abord pensé qu'il venait présenter ses condoléances, comme l'avaient fait d'autres voisins. Cependant, Cayetano s'est immédiatement dirigé vers le cercueil où reposait le corps de l'enfant. Il a alors saisi la tête de la victime et l'a tournée sur le côté, comme pour examiner la zone temporale où le clou avait été enfoncé. Ce comportement a semblé extrêmement suspect, et le père a aussitôt alerté la police. Dans les heures qui ont suivi, le domicile de la famille Godino a été perquisitionné, et Cayetano a été arrêté.
Lors de la fouille de ses effets personnels, les enquêteurs ont découvert une coupure de presse relatant le meurtre d'un enfant. Interrogé à ce sujet, le détenu a déclaré que, bien qu'il ne sache pas lire, il avait reconnu la personne sur la photographie. Il a ajouté que, dès qu'il avait vu l'image, il avait ressenti un sentiment de satisfaction. C'est ce sentiment qui l'avait poussé à conserver l'article. En outre, au cours des recherches, une corde a été retrouvée. Ses caractéristiques correspondaient exactement à celles de la corde utilisée pour étrangler le fils de Pasquale. Finalement, malgré ses premières dénégations, Cayetano a fini par avouer sa culpabilité. Les enquêteurs soupçonnèrent Godino d'être impliqué dans d'autres agressions d'enfants. Ils ont donc intensifié la pression sur lui, et l'adolescent a fini par avouer toutes les atrocités qu'il avait commises. L'affaire du jeune homme aux grandes oreilles a eu un retentissement considérable dans la société argentine. Cayetano a été accusé de 4 meurtres, de 7 tentatives de meurtre et d'une série d'incendies criminels. Jusqu'alors, le pays n'avait jamais connu un tel cas. Un tueur en série aussi jeune, dont les victimes étaient exclusivement des enfants sans défense, était tout simplement sans précédent dans l'histoire de la nation. Par ailleurs, l'intérêt pour cette affaire a été renforcé par le développement croissant de la criminologie et, en particulier, par la théorie du criminel né. Cesare Lombroso, psychiatre italien et fondateur de l'anthropologie criminelle, avait étudié des centaines de criminels de son époque et conclu qu'ils présentaient tous des caractéristiques physiques spécifiques. Selon lui, ces traits étaient le résultat d'une régression évolutive naturelle s'étalant sur plusieurs générations. En d'autres termes, un criminel aurait presque toujours le visage d'un criminel. Lombroso décrivait ces individus comme ayant de grandes mâchoires, un front étroit, des pommettes saillantes, de grandes oreilles et des lèvres épaisses. Cayetano Santos Godino semblait correspondre parfaitement au profil criminologique décrit précédemment. Malgré son jeune âge, il était un tueur froid, totalement dépourvu de remords après avoir commis ses pires crimes. Les examens médicaux auxquels il a été soumis ont révélé que, outre la taille inhabituelle de ses oreilles, Cayetano présentait des bras anormalement longs et des organes génitaux disproportionnés. Ces particularités physiques ont été minutieusement consignées afin d'être utilisées dans le cadre des études sur le positivisme criminologique. Ces examens ont également révélé que le jeune homme portait au total 27 cicatrices sur le crâne. Il s'agissait apparemment de marques laissées par les violents passages à tabac que lui infligeait son père. D'après les résultats des tests psychiatriques, il a été établi que Cayetano n'était pas en mesure de prendre pleinement conscience de ses actes. En d'autres termes, il était considéré comme une personne irresponsable et mentalement instable. Cependant, il demeurait un criminel particulièrement rusé. Il se servait de son apparence inoffensive pour gagner la confiance des enfants. Il ciblait généralement les plus jeunes, plus faciles à manipuler. Godino leur offrait des friandises et les convainquait ensuite de le suivre dans un endroit isolé. Une fois à l'écart, il les attachait avec une corde qu'il portait en guise de ceinture, ce qui lui permettait de mieux les maîtriser pendant la torture. Bien qu'il ait parfois agi de manière impulsive, il peut être classé dans la catégorie des tueurs mixtes. Par définition, un tueur mixte combine des actes prémédités et des comportements impulsifs. Le 31 octobre 1914, un procès préliminaire a eu lieu au cours duquel le tribunal a déclaré Cayetano fou. En conséquence, le jeune criminel a été interné dans une unité fermée pour malades mentaux pour une durée indéterminée. Autrement dit, il ne serait plus jamais libre. La présence d'un patient aussi célèbre et agressif a semé l'inquiétude parmi le personnel et les autres détenus, et ces craintes étaient loin d'être infondées. Au début, Cayetano se contentait d'errer dans les couloirs, fixant les autres d'un regard menaçant. Mais peu après, il a tenté de passer à l'attaque. À la suite de cet incident, les autorités locales ont demandé son transfert vers une prison nationale. Ainsi, le 18 mars 1923, il a été transféré sous escorte à une prison située dans la ville d'Ushuaia, dans l'archipel de la Terre de Feu, surnommée la prison du bout du monde. Les conditions de détention dans cet établissement étaient particulièrement rudes. La température dans les cellules pouvait descendre jusqu'à 0 degré, même lorsque les poêles étaient en marche. Ouverte en 1902, la prison était destinée à accueillir des détenus particulièrement dangereux et des récidivistes. Le séjour de Cayetano en prison fut solitaire et éprouvant. Sa famille ne lui rendit jamais visite. Redoutant la stigmatisation publique, elle décida de retourner en Italie, abandonnant Cayetano à son sort. Cela n'avait peut-être pas grande importance, car il lui était interdit de recevoir des visites, d'échanger du courrier ou d'en envoyer. De toute façon, cette interdiction restait avant tout théorique, car peu de gens souhaitèrent le voir ou correspondre avec lui. Par ailleurs, il n'a jamais réussi à établir le moindre contact avec les autres détenus. Il était constamment méprisé, insulté et battu. Certains le soupçonnaient d'être un indicateur. Cayetano Santos Godino est décédé le 15 novembre 1944. Il avait alors 48 ans.
La version officielle de sa mort indique qu'il a succombé à une hémorragie interne causée par un ulcère du duodénum. Cependant, une autre version, plus populaire, affirme que Cayetano aurait tué 2 chats errants, considérés comme les animaux de compagnie de certains détenus. Il les aurait jetés dans un chaudron en ébullition. Pour cet acte, il aurait été battu à mort. Les codétenus ont eux-mêmes précisé qu'en raison des températures glaciales et des conditions climatiques extrêmes régnant dans la prison, il était peu probable qu'il y ait des animaux de compagnie, surtout des chats. En revanche, ils n'ont pas démenti les rumeurs selon lesquelles Godino aurait été lynché par d'autres prisonniers. Les circonstances exactes de sa mort demeurent donc entourées de mystères. Cayetano a été enterré dans le cimetière de la prison. En 1947, sa tombe a été profanée et des inconnus ont volé la croix, la plaque et sa dépouille. Depuis, des rumeurs circulent affirmant qu'un membre haut placé du personnel pénitentiaire aurait acquis ces ossements et les utiliserait comme presse-papier ou comme sinistre souvenir. Qu'il s'agisse d'une simple légende ou non, la vérité est que ces restes n'ont jamais été retrouvés. Aujourd'hui, un musée subsisterait dans le bâtiment de l'ancienne prison où une sculpture en cire grandeur nature de Godino figure parmi les objets exposés. Don grabbed on my grass and turned me around and threw the grass in my face. Okay, and I want to say this again. So what you said was Don grabbed you, turned you around, and threw gas in your face? Is that right? Yes. C'est ce qu'a déclaré Robbie Middleton, un garçon de 8 ans victime d'une agression violente qui a mis sa vie future en danger. L'enquête sur cette affaire a traîné pendant des années jusqu'à ce que Robbie fasse une déclaration franche et choquante. Robert Middleton, également connu sous le nom de Robbie, est né le 28 juin 1990 à Splendora, au Texas, États-Unis. Il a grandi dans une famille aimante composée de ses parents, Bobby et Colin Middleton, et de sa sœur aînée, Heather. Les Middleton vivaient dans une petite communauté où tout le monde se connaissait. Robbie était un enfant sympathique, qui aimait s'amuser et était curieux. Comme beaucoup d'autres enfants de son âge, il aimait passer son temps libre dehors. Mais par-dessus tout, il aimait partir en camping. Il rêvait depuis longtemps d'avoir sa propre tente. Lorsqu'il a eu 8 ans, ses parents ont décidé de lui offrir. Ce jour devait être le plus beau de sa vie, mais malheureusement, ce fut tout le contraire. La journée du 28 juin 1998 a commencé comme celle la plus heureuse pour toute la famille Middleton. Dès le réveil de Robbie, ses parents l'ont comblé d'amour et lui ont offert 2 cadeaux, une grande boîte et une petite enveloppe. En ouvrant la boîte, le garçon n'a pas pu contenir son excitation. Il a immédiatement réalisé qu'il s'agissait de la tente dont il rêvait depuis si longtemps. Après avoir remercié ses parents, il a ouvert l'enveloppe qui contenait une somme d'argent très importante pour un enfant de 8 ans. Un peu plus tard, Robbie a annoncé qu'il voulait utiliser la tente pour fêter son anniversaire avec son meilleur ami. Il a demandé à ses parents s'ils pouvaient monter la tente dans le jardin et acheter des feux d'artifice pour l'occasion, et ils l'ont non seulement autorisé à le faire, mais ils l'ont également accompagné au centre commercial pour acheter tout le nécessaire. Une fois ses courses effectuées, Robbie attendit le crépuscule pour aller chercher son ami qui vivait dans le même quartier, mais de l'autre côté de la forêt. Bien que l'endroit soit isolé et mal éclairé, le garçon avait l'habitude de passer par là sans craindre d'avoir des ennuis. Cependant, ce jour-là, tout a changé et il a été attaqué de manière incroyablement brutale. Il a été attaché à un arbre à l'aide d'un filet de pêche, puis aspergé d'essence et brûlé vif. Malgré les cris de douleur de Robbie, personne ne l'a entendu. C'est cette horrible douleur qui l'a empêché de perdre connaissance et de mourir. Lorsque le filet qui retenait Robbie a brûlé, il a pu s'écarter. Littéralement à bout de force, il s'est frayé un chemin vers la route menant à sa maison. Au même moment, les voisins de Robbie qui rentrèrent du travail l'ont aperçu sortir des bois en rampant. Pensant au premier abord que ses vêtements étaient couverts de boue, ils se sont approchés et ont constaté qu'il était en réalité brûlé. Il avait une mine épouvantable, son corps fumait encore et sentait l'essence. Ses yeux étaient complètement blancs, sa peau avait fondu et ses paupières, ses lèvres, ses cheveux et ses parties génitales étaient complètement carbonisés. L'un des voisins de Robbie a remarqué un panache de fumée s'élevant des bois et s'est précipité pour s'assurer que le feu ne brûlait plus. Après s'être déplacé à une centaine de mètres de la route et avoir suivi la direction d'où émanait la fumée, il a découvert le site de l'incendie. Un petit arbre avait été presque entièrement brûlé par les flammes. Le sol autour de l'arbre était imbibé d'essence et une forte odeur de carburant flottait dans l'air.
Pendant ce temps, Robbie répétait qu'il ne voyait rien, qu'il avait froid et très soif. Des habitants lui ont apporté de l'eau, une couverture et des glaçons. Heureusement, l'une des personnes présentes savait comment soigner les brûlures. Cette personne a averti les autres de ne pas toucher Robbie et de ne pas lui donner à boire, car cela pourrait aggraver son état déjà désastreux. Pendant que les voisins tentaient d'aider le garçon, ses parents s'inquiétaient déjà sérieusement de son absence. Alors qu'ils sortirent de la maison, ils ont vu un groupe d'habitants rassemblés au bout de la rue et qui appelaient à l'aide. Se précipitant instinctivement vers eux, ils découvrent l'enfant gravement brûlé sur tout le corps. En reconnaissant les baskets rouges de Robbie, Colin a immédiatement su qu'il s'agissait de son fils. Tout le monde a commencé à demander à Robbie ce qui lui était arrivé, s'il y avait eu un accident ou si quelqu'un l'avait attaqué. Accident ou agression? Au début, il semblait que le garçon ne savait pas quoi répondre. Mais Robbie a fini par avouer qu'un adolescent nommé Rex Taylor lui avait aspergé le visage d'essence. La première ambulance est alors arrivée sur les lieux. Peu après, Robbie a été transporté dans un petit hôpital de Houston, mais en raison de la gravité de ses blessures, il a été immédiatement réacheminé vers un centre médical de Galveston. Les parents de Robbie ont ensuite été informés que 99% de son corps était couvert de brûlures au 3e degré. Il n'avait pratiquement aucune chance de survie. Robbie a immédiatement été opéré pour éliminer la majeure partie de la peau brûlée. C'est à ce moment-là que le processus de remplacement des zones brûlées par de la peau cultivée en laboratoire a commencé. La seule partie du corps du garçon qui n'avait pas été brûlée était un petit segment au niveau de sa jambe droite. C'est sur cette partie que les spécialistes ont fait pousser des milliers de petits morceaux de peau en vue d'une transplantation. Contre toute attente, Robbie a survécu. Cependant, sa vie s'est transformée en une série d'hospitalisations interminables dans divers centres médicaux. Une enquête sur les circonstances de l'incident a été ouverte dès le lendemain. Les entretiens avec les voisins de Robbie ont révélé que ce dernier avait désigné un adolescent nommé Rex comme étant l'auteur de l'agression. Cependant, Rex lui-même a affirmé qu'il se trouvait avec ses amis en train de nager dans la rivière au moment des faits. Étant donné que tous les jeunes hommes coopéraient avec les autorités, les détectives ont écarté ces derniers de la liste des suspects. Mais faute de pistes, l'enquête est rapidement devenue une impasse. Cependant, la police a rapidement trouvé un nouveau suspect, Donald Wilburn Collins, un adolescent de 13 ans au caractère difficile. Il serait né en 1985. On sait peu de choses sur ses parents et son enfance. Sa mère est décédée lorsqu'il avait environ 8 ans. Il est alors allé vivre avec son père, qui lui a apparemment inculqué de mauvaises habitudes, telles que fumer et consommer de l'alcool. Lorsque le père de Donald a été envoyé en prison, il a commencé à errer de foyer en foyer parmi les membres éloignés de sa famille, jusqu'à ce qu'il soit finalement recueilli par son oncle et ses tantes maternelles qui vivaient dans la même communauté que la famille de Robbie. Donald était surtout connu pour maltraiter les animaux et pour faire subir des brimades régulières aux jeunes enfants. C'est sans doute la raison pour laquelle les autres habitants refusaient que leurs enfants jouent avec lui. Contrairement à Robbie, qui était aimé de tous, Donald ne s'entendait avec personne. Il n'avait pas d'amis proches et semblait ne rien faire d'autre que courir après les enfants plus jeunes qui l'enviaient. Les inspecteurs l'ont arrêté après l'avoir vu à la télévision faire des commentaires sur l'incident. L'adolescent a donné plusieurs interviews impromptues à 2 chaînes d'informations différentes, expliquant comment il pensait que Rex avait pu mettre le feu à Robbie. Pendant qu'il s'entretenait avec les journalistes, Donald a mentionné des détails que seule une personne présente dans les bois au moment de l'attaque pouvait connaître. Il a également indiqué qu'il avait récemment joué avec de l'essence et qu'il s'était brûlé la main, et que ce qui était arrivé à Robbie lui avait donné des cauchemars. Le 31 juillet 1998, les inspecteurs ont rencontré Robbie et sa mère pour poursuivre l'enquête et ont enregistré la conversation. Selon le garçon, il n'a pas eu le temps d'identifier l'agresseur car celui-ci l'a attaqué par derrière. Il a indiqué avoir vu un morceau de papier, un bidon et des chiens. Robbie a également déclaré qu'il avait entendu une portière de voiture se refermer peu avant d'être incendiée. Il a pensé que l'un des agresseurs pouvait être Donald parce qu'il avait reconnu sa voix, mais il a également mentionné une voix qui appartenait à un homme plus âgé. Il convient toutefois de noter que Robbie était sous l'influence de nombreux analgésiques et sédatifs au moment de l'entretien, ce qui pouvait avoir un impact sur la clarté de ses pensées. Son témoignage ne pouvait donc pas être pris au sérieux. Cependant, quelques jours plus tard,
Les inspecteurs ont de nouveau parlé à la mère de Robbie, qui a déclaré que son fils avait non seulement donné les noms de ses agresseurs, mais aussi des détails sur ce qu'ils lui avaient fait. Grâce à ces éléments, les inspecteurs ont obtenu un mandat d'arrêt contre Donald. Au cours de l'interrogatoire, l'adolescent a reconnu avoir participé à l'agression de Robbie. Il a notamment menacé à plusieurs reprises d'autres adolescents, promettant de les incendier comme Robbie alors qu'il était en détention juvénile. Certains d'entre eux en ont parlé à l'officier de garde qui a contacté les inspecteurs pour leur transmettre l'information. Un des témoins indique que Donald a déclaré avoir incendié Robbie uniquement sous l'influence de son oncle et de lui-même, qu'il avait précédemment poussé à avoir des relations intimes avec lui. Il craignait en effet qu'il n'en parle à ses parents. Selon lui, Donald a également dit qu'il avait trouvé l'aspect des yeux de Robbie drôle après l'avoir incendié. Il pensait qu'ils allaient sortir de sa tête. Malgré ces déclarations, l'accusation a décidé d'abandonner les poursuites contre Donald, qui a été remise en liberté en janvier 2000. La raison principale de ce dénouement est peut-être l'attitude de Robbie à l'égard de l'affaire. Ses déclarations incohérentes sur l'identité de son agresseur ont notamment contribué à cette issue. Et malgré les efforts de sa famille pour obtenir justice, l'enquête piétine. Pendant les 13 années qui ont suivi, la vie de Robbie a ressemblé à une lutte constante. Il a passé le plus clair de son temps dans des centres médicaux, subissant sans cesse des interventions chirurgicales et des traitements douloureux, au cours desquels il a été opéré plus de 150 fois. Cependant, il n'a jamais baissé les bras. Grâce au soutien inconditionnel de ses proches, il est devenu un symbole de résilience et de courage. Il a même pu reprendre une vie quotidienne normale et retourner sur les bancs de l'école. Certes, les choses ne se sont pas déroulées comme il l'aurait souhaité, car il a immédiatement été victime des moqueries de certains de ses camarades de classe en raison de son apparence. Mais sa volonté et son acceptation de la réalité lui ont permis de rencontrer un grand nombre de personnes compréhensives dans son entourage. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il a fait preuve d'un courage incroyable au quotidien. Il a même réussi à se consacrer à des responsabilités dépassant ses propres besoins. Il rencontrait souvent d'autres victimes de crimes similaires et jouait ainsi le rôle d'avocat. Robbie a même lancé une campagne de collecte de fonds pour financer la recherche sur les transplantations. Sa compassion et son altruisme nous rappellent une fois de plus ce qui compte le plus. Alors que Robbie est devenu un modèle pour beaucoup, Donald a poursuivi sa route dans la criminalité. En 2001, alors qu'il avait 16 ans, il a été condamné pour atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant de 8 ans. Il n'y est resté que 4 ans. Depuis, sa vie se résume à une série d'événements constitués d'allers-retours réguliers en prison. Il est important de noter que Robbie n'a jamais douté un instant que Donald était responsable de ce qui lui était arrivé. C'est peut-être pour cette raison que lui et ses proches ont intenté une action civile en 2010, l'accusant de tentative de meurtre. La première lueur d'espoir de justice est peut-être apparue lorsque les Middleton ont fait appel à Craig Sicko, un avocat spécialisé dans les litiges civils qui les a aidés à intenter une action en justice contre Donald. L'objectif de ce dernier était d'obtenir une copie du rapport de police et de trouver une voie légale pour rouvrir l'enquête criminelle. Il a pu obtenir des éléments d'enquête essentiels, recueillir la déposition d'un détective et s'entretenir avec les médecins traitants de Robbie. Malheureusement, alors que le procès était en cours, l'état de Robbie s'est considérablement détérioré. Bien qu'il ait lutté sans relâche contre les effets de l'agression, on lui avait déjà diagnostiqué un cancer de la peau, qui a fini par l'emporter à la fin du mois d'avril 2011. En guise d'ultime acte de courage, il a enregistré une vidéo de 27 minutes dans laquelle il raconte la vérité sur ce qui s'est passé ce jour fatidique, ainsi que d'autres détails qu'il avait soigneusement gardés pour lui jusqu'alors. Robbie y raconte les événements survenus dans les semaines précédant l'incendie criminel. Selon lui, Donald l'avait amené de force au même endroit et l'avait incité à avoir des relations intimes avec lui. Robbie a affirmé avoir agi de la sorte uniquement parce qu'il avait vu Donald inciter un autre garçon de 8 ans à avoir des relations intimes. Il a également indiqué qu'il avait cru entendre la voix d'un homme adulte le jour où Donald l'a incendié et que cet homme pourrait être l'oncle de l'agresseur. Après avoir enregistré ce témoignage, Robbie s'est éteint. Quelques jours plus tard, des dizaines de personnes se sont rendues à ses funérailles pour lui témoigner leur solidarité. Pendant que les proches de Robbie luttaient contre la douleur de la perte, son avocat a continué à participer au procès en introduisant de nouvelles preuves. Début septembre 2011, Donald a retrouvé la liberté après avoir récemment été incarcéré.
3 mois plus tard, la phase suivante du procès civil a eu lieu. Après avoir visionné une vidéo enregistrée par Robbie peu avant sa mort, le jury a rendu un jugement symbolique et a accordé à ses proches une compensation financière de 150 milliards de dollars. Ce montant est le plus élevé jamais accordé dans le cadre d'un procès civil dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Même s'ils savaient pertinemment qu'ils ne verraient jamais cet argent, les parents de Robbie ont considéré le jugement comme une forme de justice pour leur fils. D'ailleurs, l'argent n'était pas leur objectif premier. Après la fin du procès civil, les bureaux du shérif et du procureur du comté de Montgomery ont annoncé qu'ils rouvriraient l'enquête. Et il faut dire que la tâche était loin d'être facile. La nouvelle enquête a comporté plus de 200 entretiens avec des témoins potentiels, ainsi que des témoignages d'experts issus d'horizons variés. Au cours de la nouvelle enquête, les inspecteurs ont interrogé presque tous les témoins précédents et ont retrouvé ceux qui n'avaient pas témoigné en 1998. 2 de ces témoins sont devenus des éléments clés de l'affaire. L'un d'eux est la cousine de Donald. Elle a déclaré que la nuit où tout s'est passé, son frère lui a avoué que c'était lui qui avait attaché Robbie à un arbre avec un filet de pêche, puis l'avait aspergé d'essence et y avait mis le feu. Le témoin a noté que lorsqu'elle en a parlé à l'un de ses proches, celui-ci lui a répondu que les adultes allaient s'en occuper. Cette affaire soulève de nombreuses questions juridiques dont la plupart sont liées au fait que Donald n'avait que 13 ans au moment des faits. Néanmoins, toutes les personnes impliquées dans cette affaire se sont efforcées d'obtenir une véritable justice pour Robbie et sa famille et d'assurer la mise en détention de Donald. En 2012, le procureur chargé de l'enquête a demandé au tribunal de district l'autorisation de juger Donald en tant qu'adulte. Bien sûr, il était déjà adulte à ce moment-là, mais il convient de rappeler qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment du crime. Dans sa réponse formelle, le juge de district a simplement noté que les procureurs avaient le droit de traiter les affaires impliquant des mineurs comme des adultes à leur seule discrétion. Il n'a toutefois pas formulé de conclusion spécifique concernant l'affaire. Finalement, le procureur a décidé de poursuivre Donald comme un adulte en vertu d'une loi texane promulguée en 1999, soit 1 an après l'agression de Robbie. Jusqu'à cette date, l'âge minimum pour que les adolescents soient reconnus comme des adultes était de 14 ans. En vertu des nouvelles règles, cet âge a été ramené à 10 ans. Le procureur a insisté sur le fait que, puisque Robbie est décédé en 2011, Donald est désormais soumis à ces nouvelles règles. L'avocat du délinquant a pour sa part fait valoir qu'il était illégal de reconnaître son client comme un adulte, car la loi n'avait changé qu'1 an après l'agression proprement dite. En d'autres termes, il devait être jugé selon les lois en vigueur en 1998. Lors de l'audience officielle de plaidoirie de Donald, plusieurs témoins ont déclaré qu'il leur avait personnellement avoué le délit. Finalement, le juge a conclu que Donald devait être considéré comme un adulte et recevoir une peine plus sévère pour le meurtre ou l'homicide involontaire de Robbie. Suite à cette décision, l'affaire a été transférée au bureau du procureur. En raison de la large couverture médiatique de l'affaire, et ce non seulement en 1998, date des principaux faits, mais aussi lors du procès civil, la défense de Donald a déposé une demande de changement de lieu. Le juge a ensuite accédé à cette demande au motif que l'importante couverture médiatique de l'affaire aurait pu nuire à l'impartialité du jury. L'affaire a donc été déplacée dans un comté voisin, ce qui a posé quelques problèmes logistiques aux témoins de l'accusation. La plupart d'entre eux, au moins une quarantaine, étaient des personnes à faible revenu qui ne pouvaient tout simplement pas s'absenter de leur travail, ni disposer d'un moyen de transport personnel ou des moyens de couvrir les coûts de la vie dans une autre ville. L'accusation est toutefois parvenue à obtenir la présence de la plupart des témoins clés, malgré quelques difficultés. Cependant, un autre problème est survenu. En effet, une dizaine de témoins étaient des détenus qui avaient été incarcérés avec Donald en 1998. Et au moment où le procès a débuté, toutes ces personnes se trouvaient encore au sein du département pénitentiaire du Texas. Malgré tous ces désagréments, le procès de Donald a débuté en 2015. En raison de la complexité générale de l'affaire, les procureurs ont décidé de ne pas suivre l'ordre chronologique habituel. Ils ont commencé par entendre le témoignage de l'un des médecins traitants de Robbie qui a décrit ses blessures, son état mental et les véritables causes de sa mort. Le juge ayant exclu les aveux de Donald concernant l'agression de Robbie comme élément de preuve essentiel lors de l'audience préliminaire,
Les procureurs ont dû trouver d'autres moyens d'expliquer au jury ce qui s'était réellement passé. Ils ont donc utilisé la vidéo du témoignage de Robbie, qui était déjà crucial pour l'affaire, car il confirmait que Donald l'avait attaqué pour couvrir un autre crime, tout aussi grave. Au final, le jury a visionné à plusieurs reprises une cassette vidéo dans laquelle Robbie témoignait que l'accusé l'avait incendié quelque temps après avoir eu des rapports intimes avec lui. Selon le procureur général, Donald avait mis le feu à Robbie pour l'empêcher de parler d'un autre crime. Alors que Robbie a déclaré à plusieurs reprises avoir entendu la voix d'un homme adulte au moment de l'agression, les autorités n'ont jamais trouvé la moindre preuve de la présence de cet homme. Alors que les 12 jurés assistaient, médusés, aux aveux de Robbie, Donald a tourné le dos à l'écran du projecteur et a commencé à lire quelque chose. Immédiatement après, ses représentants ont déclaré que les procureurs avaient délibérément joué sur les sentiments et les émotions du jury parce qu'ils n'avaient pas de véritable témoin de l'agression. À un moment donné, l'accusation a appelé à la barre la cousine de Donald. Elle a affirmé que l'accusé lui avait avoué avoir agressé Robbie. Les témoins qui avaient été incarcérés avec Donald en 1998 ont également été appelés à la barre. Tous ont témoigné des aveux de l'accusé pendant sa détention. Il convient de noter que les procureurs ont également évoqué d'autres infractions commises par Donald. Ils ont notamment mentionné les atteintes à l'intégrité sexuelle d'une fillette de 6 ans et d'un garçon de 8 ans. Le 9 février 2015, un jury composé de 7 femmes et de 5 hommes a déclaré Donald Wilburn Collins, âgé de 29 ans, coupable de meurtre et condamné à 40 ans de prison. Il n'a exprimé aucune émotion en entendant ce verdict. Colleen, la mère de Robbie, a pour sa part déclaré que son fils serait heureux d'un tel résultat, car Donald ne pourra plus faire de mal à un autre enfant. Elle a également été appelée à témoigner lors de la phase de détermination de la peine pour parler de son fils et de tout ce qu'ils ont vécu ces dernières années. Bien qu'une telle peine garantisse pratiquement que Donald passera une grande partie de sa vie en prison, elle n'était pas suffisante pour les proches de Robbie. Quant aux procureurs et détectives impliqués dans l'affaire, ils se sont tous déclarés satisfaits du verdict, car après 17 ans, la justice avait enfin été rendue. L'avocat principal de Donald a pour sa part déclaré qu'il trouvait la peine trop sévère. Il a d'ailleurs fait appel de la décision du tribunal de première instance de juger son client comme un adulte pour un délit commis alors qu'il était mineur. Il a également fait valoir que l'accusation ne s'était appuyée que sur des preuves circonstancielles lors du procès. Selon lui, il n'y avait pas le moindre élément de preuve physique ou témoignage prouvant l'agression et l'atteinte à l'intégrité sexuelle de Robbie. Malgré tous les arguments et les efforts de la défense de Donald, les 3 cours d'appel ont confirmé la condamnation. Le dernier jugement a été rendu en octobre 2017. Après avoir épuisé toutes les voies de recours au sein de l'État, il était possible que les avocats de Donald fassent appel devant la Cour fédérale. Cependant, je n'ai jamais pu trouver d'informations appuyant cette hypothèse. À ce jour, Donald est toujours incarcéré dans une prison de haute sécurité située dans l'État du Texas. Il ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle qu'en 2033. L'histoire de Robbie Middleton est sans aucun doute un rappel douloureux de la cruauté qui se cache dans les gens, ainsi que du courage incroyable d'un petit garçon qui n'a pas abandonné et qui s'est battu jusqu'au bout. Robbie a traversé beaucoup d'épreuves pour retrouver une vie normale et il a fini par obtenir justice, mais le chemin a été trop douloureux pour lui. Anna Kriegel, également connue sous le nom d'Anastasia, est née le 18 février 2004 dans la ville industrielle de Novokuznetsk, située en Sibérie. Elle a passé les premières années de sa vie dans un orphelinat. Le 10 août 2006, elle a été adoptée par un couple étranger. Géraldine Kriegel et son mari Patrick Kriegel sont devenus les parents adoptifs d'Anna. Ils étaient originaires de France. Cependant, ils vivaient depuis peu en Irlande. Ils menaient une vie stable et réussie. Géraldine travaillait comme cadre supérieur au service juridique de la CIE, la plus grande société de transport public d'Irlande. Patrick enseignait le français à l'Institut de technologie de Dublin. À un moment donné, l'homme s'est retiré de ses activités habituelles et a consacré la majeure partie de son temps libre à l'éducation de sa fille. Bien qu'aucun des parents d'Anna n'ait eu d'attache culturelle avec son pays d'origine et le lieu où elle est née, ils ont tous deux travaillé dur pour qu'elle ne perde pas le contact avec ses racines. C'est peut-être pour cette raison qu'ils n'ont pas changé le nom de leur fille. L'amour que Géraldine et Patrick portaient à leur fille était total et réciproque. D'après la mère, Anna se rendait chaque soir dans leur chambre pour leur souhaiter une bonne nuit et exprimer à quel point elle les chérissait.
Malgré une enfance évoluant dans un environnement propice, la jeune fille a néanmoins été confrontée à certaines difficultés. Les problèmes sont apparus dès le plus jeune âge. Les diverses interventions médicales pratiquées sur Anna durant son enfance ont conduit à l'apparition de complications secondaires par la suite. La première information regrettable a été révélée lorsque les médecins ont diagnostiqué une tumeur dans l'oreille droite de la jeune fille. Anna a subi une opération chirurgicale qui s'est étendue sur une période de 5 heures. En définitive, l'intervention a permis l'extraction de la tumeur. Les médecins estimaient que tout s'était déroulé de manière satisfaisante. Toutefois, il a été révélé ultérieurement que cette intervention avait engendré une diminution partielle de l'audition de l'enfant. De plus, l'intervention avait laissé une cicatrice très visible à l'arrière de sa tête. Cette blessure s'ajoutait à une autre blessure que la jeune fille avait subie il y a quelque temps. Elle avait trébuché pendant son jogging et s'était violemment cogné le menton en tombant. Selon Géraldine, Anna avait toujours l'air plus âgée que son âge. Elle attribuait cela à son patrimoine génétique. Elle était convaincue que les femmes de Sibérie avaient tendance à grandir plus vite. La jeune fille était de taille supérieure à celle de ses camarades. En fait, la croissance d'Anna a été si rapide qu'à l'adolescence, elle a commencé à ressentir des douleurs musculaires et osseuses. Ce phénomène n'est cependant pas rare. Il se produit chez de nombreux jeunes en pleine croissance. La douleur est généralement attribuée au fait que les muscles et les os des adolescents se développent à des rythmes différents. Malgré tout, Anna est décrite par ses parents adoptifs comme une jeune fille heureuse et joyeuse. Ils ont toujours été impressionnés par sa superbe voix de chanteuse. Elle désirait même s'initier à la guitare. Son intérêt pour la musique était évident. Lorsqu'elle se promenait, Anna prenait toujours ses écouteurs bleus préférés avec elle. Malgré tout, sa passion principale était la danse. Elle pouvait rester dans sa chambre pendant des heures, à écouter de la musique et à pratiquer les différents mouvements qu'elle avait appris dans le groupe de danse. En outre, la jeune fille était très active sur les réseaux sociaux. Elle publiait souvent des vidéos d'elle en train de danser et de chanter. Elle n'avait qu'une centaine d'abonnés. Néanmoins, elle consacrait beaucoup d'efforts à la gestion de son compte. Malheureusement, elle recevait souvent des commentaires insultants à son encontre sur les médias sociaux. Certains utilisateurs lui ont même conseillé de se faire du mal. Son apparence, notamment sa petite taille et son physique statufié, a été l'une des principales raisons des brimades qu'elle a subies à l'école. Sa taille et son physique imposant lui causaient plus de douleur que de fierté. Cependant, Anna est devenue une excellente nageuse grâce à ses capacités et à sa résistance. Au fil du temps, les premiers signes de déclin de sa santé mentale ont commencé à se manifester. Peu avant d'achever son parcours scolaire à l'école primaire, elle a sollicité l'aide de l'un de ses enseignants. Elle a avoué avoir des idées suicidaires. Ses parents d'accueil ont été profondément bouleversés par cette révélation. Ils craignaient que la situation ne s'aggrave au lycée. C'est pourquoi Géraldine et Patrick ont décidé de rencontrer l'administration de l'école où Anna devait être transférée. Ils voulaient que le personnel soit au courant de la situation, ce qui a en quelque sorte aidé. Lorsque la jeune fille était dans la classe, elle se sentait en sécurité. Mais en dehors des cours, les brimades continuaient. Beaucoup de ceux qui harcelaient Anna avaient commencé avant même le début de l'année scolaire. Les choses les plus cruelles sont arrivées pendant les vacances d'été. Des garçons qui avaient plusieurs années de plus qu'elle lui envoyaient des messages déplacés. Elle a également été victime d'attouchements sur les réseaux sociaux. C'est à l'agression qu'elle est le plus souvent confrontée. Cela est dû en grande partie à son apparence inhabituelle. Âgée de 13 ans, elle mesurait 1,73 m. Selon sa mère, elle pouvait passer pour une jeune fille de 18 ans. Son corps se développait à un rythme accéléré. Les adolescents les plus provocateurs franchissaient parfois la ligne qui sépare la violence psychologique de la violence physique. L'un de ces incidents s'est produit le soir d'Halloween. Alors qu'elle sortait d'une discothèque pour adolescents, Anna a été suivie par plusieurs garçons de son âge. Ils ont commencé à la suivre. L'un d'eux lui a demandé à plusieurs reprises d'aller dans les buissons. Il lui a attrapé le bras à plusieurs reprises. Le lendemain, les parents de la jeune fille ont signalé l'incident aux autorités. Finalement, le garçon n'a reçu qu'un avertissement. Il convient de préciser que l'apparence d'Anna n'était pas le seul motif de moquerie. Ses camarades de classe ont également fait remarquer qu'elle était une fille adoptive. Ils disaient que ses parents n'étaient pas ses vrais parents. À plusieurs reprises,
Géraldine et Patrick ont montré à l'administration de l'école les messages offensants que leur fille avait reçus. Il est difficile de savoir comment les responsables de l'école ont réagi, mais la situation n'a jamais été résolue. Anna était une fille sensible. Bien sûr, elle paraissait heureuse dans la vie de tous les jours, mais intérieurement, c'était toujours le chaos. Selon Patrick, sa fille était déçue par les autres. Elle essayait de trouver un langage commun avec les autres enfants, mais ceux-ci ne cessaient de la rejeter. Tout cela ne pouvait que nuire à son estime de soi. Anna a exprimé sa réticence à partager ses émotions par crainte de ne pas être comprise. Elle craignait que cela ne devienne un nouveau sujet de moquerie. Cette jeune fille n'était qu'une adolescente normale. Elle aurait dû profiter de sa jeunesse, mais au lieu de cela, elle avait peur de ses camarades. La peur l'avait littéralement envahie. Son comportement en a pâti. Ses parents ont remarqué qu'elle était anxieuse. Au lycée, la jeune fille a été impliquée dans plusieurs bagarres. Elle a été suspendue à plusieurs reprises. Elle en est arrivée au point où elle se maquillait les yeux pour faire semblant d'avoir des bleus. Elle a également posté des messages sur ses comptes de médias sociaux depuis d'autres comptes. Ils étaient plus effrayants que ceux qu'elle recevait de ses camarades de classe. Géraldine a rapidement remarqué cette situation. Elle a exigé que sa fille lui donne accès à tous les comptes. Elle lui a également demandé le code permettant de déverrouiller le téléphone portable. Depuis, Anna donne régulièrement son téléphone à ses parents pour qu'ils le contrôlent. Lors de l'une de ces vérifications, Géraldine a découvert une photo étrange d'Anna. On y voit Anna attachée à une chaise, les yeux fermés. Selon l'adolescente, il s'agit d'une blague. Néanmoins, l'instabilité émotionnelle de la jeune fille s'accentue. Son amour-propre est fortement ébranlé. Elle est même allée jusqu'à s'automutiler avec des ciseaux. À ce stade de la crise, ses parents ont décidé qu'il était temps de chercher de l'aide. Ils ont d'abord contacté l'antenne locale d'une organisation bénévole appelée Kildare Youth Services. Cette dernière soutient les jeunes en situation difficile. Cependant, le personnel de cette structure a rejeté la demande des parents d'Anna. Ils ont été informés de la blessure et ont orienté la jeune fille vers leurs collègues de la Pieta House. Spécialisés dans l'aide aux personnes ayant commis des gestes suicidaires, ces derniers ont accepté de prendre en charge Anna. Après que la jeune fille a suivi 6 étapes de thérapie à la Pieta House, Géraldine et Patrick ont de nouveau demandé, au nom de leur fille, à rejoindre les services de la jeunesse de Kildare. Finalement, sa demande a été acceptée. En fréquentant ces lieux, Anna a gagné en stabilité. Elle a également pu se lier d'amitié avec d'autres adolescents qui éprouvaient les mêmes sentiments et se trouvaient dans des situations similaires. Il semblait que la santé mentale d'Anna était enfin sur le point de s'améliorer. Mais la tranquillité d'esprit de ses parents a été de courte durée. Ils ont été pris dans le pire des cauchemars auxquels un parent puisse être confronté. En mai 2018, la vie d'Anna, âgée de 14 ans, se déroulait relativement bien dans la maison familiale de la banlieue de Dublin. Il est vrai qu'elle ne se montrait pas très brillante à l'école. Elle n'était toutefois pas une enfant stupide. Cependant, étudier en anglais représentait un défi pour elle. Selon sa mère, cela a considérablement retardé sa fille sur le plan éducatif. La situation s'est aggravée avec la détérioration de l'audition d'Anna, causée par la chirurgie. Les matières dans lesquelles Anna rencontrait le plus de difficultés étaient celles où elle devait mémoriser de nombreux termes et concepts. C'est pourquoi, le dimanche 13 mai 2018, la veille de ses examens, Géraldine a proposé à sa fille de l'aider dans ses études. C'était le matin, alors que maman et fille s'apprêtaient à étudier. Au bout d'un quart d'heure, Anna s'est souvenue qu'elle avait une réunion de famille prévue ce jour-là. Elles ont donc décidé de consacrer leur temps à regarder des films. Patrick, à son tour, commanda une pizza et prépara du pop-corn. En revanche, Anna n'a pas été satisfaite de la pizza et a pris la décision de se diriger vers un restaurant chinois situé non loin de chez eux. Pendant que les parents et les invités de la jeune fille buvaient et discutaient dans le salon, Anna et l'un de ses cousins se sont enfermés dans une pièce. Ils dansaient et se filmaient. C'était leur activité préférée. La réunion s'est terminée tôt. Lorsque les derniers invités sont partis, Anna est allée dans la chambre de ses parents pour leur souhaiter bonne nuit. Avant de se coucher, elle a demandé à sa mère de la réveiller tôt le matin afin qu'elle puisse se dire au revoir avant qu'elle ne parte travailler. Le 14 mai, au petit matin, la jeune fille a demandé à sa mère de lui écrire un mot. Anna avait besoin qu'elle quitte l'école plus tôt pour arriver à temps à sa séance de thérapie.
La matinée s'est déroulée comme d'habitude au domicile familial. Géraldine est allée travailler, Anna est allée à l'école et Patrick est resté à la maison pour vaquer à ses occupations habituelles. Vers 5 heures de l'après-midi, on sonne à la porte de la maison. Patrick ouvre la porte et voit apparaître un garçon du même âge qu'Anna. L'adolescent, si après dénommé garçon B parce que son identité a été cachée, est issu d'une famille aisée. Il avait déjà obtenu de bons résultats à l'école par le passé. Ses résultats scolaires étaient supérieurs à la moyenne. Cependant, durant l'adolescence, son enthousiasme pour les études a commencé à diminuer. Bien qu'il sache travailler de ses mains, il s'intéressait davantage aux technologies modernes. Il se montrait également indifférent aux médias sociaux. Il était également indifférent au téléphone portable. Selon ses proches, il avait peu d'amis. Il ne pratiquait aucune activité physique. On le trouvait le plus souvent en compagnie de jeunes enfants. Au lieu de sortir, il préférait rester chez lui et regarder des dessins animés. Anna connaissait bien le garçon B. Elle allait dans la même école que lui. En s'approchant de la porte, la jeune fille a informé son père qu'elle ignorait pourquoi il était venu la voir. Elle l'a toutefois salué. Ensuite, les adolescents sont sortis. Ils voulaient parler entre eux pour que Patrick ne les entende pas. Après quelques minutes, Anna revint dans la maison et courut jusqu'à sa chambre. Elle enfila un sweatshirt noir orné d'inscriptions blanches que sa mère lui avait offert, puis un pantalon en faux cuir. La jeune fille redescendit ensuite et, avec un large sourire, assura à son père qu'elle serait de retour bientôt. Pour une raison qui lui échappe, Patrick ne demande pas à sa fille où elle va. Cependant, en regardant dans la rue voisine, il avait remarqué que les adolescents se dirigeaient vers le parc Santa Catalina. Ce jour-là, Géraldine était arrivée de Dublin plus tôt que d'habitude. De retour chez elle, elle apprend la nouvelle qui la choque immédiatement. Patrick lui avait parlé de ce garçon B, et lui avait dit qu'Anna était partie avec lui. L'inquiétude de Géraldine était justifiée. La jeune fille avait déjà été victime d'attouchements de la part d'autres adolescents. La mère savait qui était le petit ami B, et c'est cette conscience qui l'inquiétait. Elle s'est aperçue qu'Anna n'était pas son amie. Quelque temps après son retour, Géraldine a envoyé un message à sa fille pour lui demander de rentrer immédiatement. N'ayant pas reçu de réponse, elle en a envoyé un second. Dans ce message, la femme menace sa fille en lui disant qu'elle appellera la police si elle ne rentre pas rapidement. L'instinct maternel de Géraldine se manifeste. Elle se rend compte qu'elle agit comme une mère paranoïaque et obsessionnelle. Cependant, l'inquiétude pour sa fille l'a poussée à partir à sa recherche. Après avoir fait le tour du parc Santa Catalina, Géraldine n'a croisé que des promeneurs de chiens. Elle finit par rentrer chez elle. Après le dîner, elle est ressortie. Cette fois, elle prend la voiture. Elle espérait que sa fille était partie se promener en empruntant un itinéraire familier. Au fil des minutes, l'inquiétude de la femme grandit. Comme le garçon n'était pas proche d'Anna, Géraldine n'avait jamais rencontré ses parents. Elle ne connaît même pas l'adresse de son domicile. Après avoir appelé les parents d'autres élèves dans l'espoir d'obtenir cette information, elle se retrouve à nouveau désemparée. À sa connaissance, personne n'avait l'adresse ou le numéro de téléphone des parents de l'adolescent. Finalement désespérés, les parents d'Anna se sont tournés vers un vieil ami. Il s'agit de l'inspecteur à la retraite John Craving. Il leur a conseillé de se rendre immédiatement au poste de police. Les autorités ont accepté la plainte et tentent de rassurer les parents. Elles ont déclaré qu'il ne s'était pas écoulé beaucoup de temps. En effet, dans cette partie de l'Irlande, les forces de l'ordre ont reçu de nombreux signalements de disparition d'adolescents. Dans la plupart des cas, les disparus ont été retrouvés quelques heures seulement après avoir été signalés. Malgré cela, Géraldine insiste sur le fait que le comportement de sa fille est inhabituel. Les policiers n'ont pas jugé la situation alarmante. Ils sont néanmoins partis à la recherche d'Anna. La première chose qu'ils ont faite a été de trouver l'adresse du garçon en question. Lorsqu'ils sont arrivés à son domicile, il a déclaré qu'il l'avait effectivement emmenée avec lui. Selon lui, il l'avait vue pour la dernière fois dans le parc Santa Catalina vers 18h. Le 15 mai 2018 au petit matin, n'ayant reçu aucune information sur leur fille, ils ont entamé des recherches de leur côté. Leurs efforts se sont concentrés dans et autour de la zone du parc en question. Ils ont interrogé toutes les personnes qu'ils ont rencontrées. Personne n'a jamais déclaré avoir vu la fille. La police a finalement ouvert une enquête officielle sur la disparition d'Anna. Ils se sont de nouveau rendus au domicile du garçon,
cette fois avec le sergent John Dunn, chargé de parler à l'adolescent. Grâce à ces questions, certains détails de l'incident ont commencé à émerger. Selon la nouvelle version des faits fournie par l'interview, il s'était rendu au domicile de la jeune fille à la demande de l'un de ses amis. Je l'appellerai Garçon A, qui, contrairement à Anna, est né dans une famille chaleureuse et aimante. Bien qu'il n'ait jamais présenté de symptômes de troubles mentaux, ses parents l'ont décrit comme un enfant étrange et singulier. Il montrait un intérêt inhabituel pour les films d'horreur. Il passait également beaucoup de temps sur Internet et jouait à des jeux vidéo. La plupart de ces jeux étaient violents et explicites. Il n'a cependant jamais fait de mal à son entourage. Le garçon A avait pour habitude d'évacuer son énergie en pratiquant les arts martiaux. Il se passionnait également pour la structure du corps humain. Selon le garçon B, Anna était amoureuse de son ami. Le sentiment n'était pas réciproque. Le garçon A aurait demandé à son ami d'emmener Anna au parc pour qu'ils puissent discuter. Au bout d'un certain temps, le sergent a emmené l'adolescent dans le parc pour que ce dernier lui indique sur place le parcours qu'il avait suivi en compagnie de la disparue. Il s'intéressait surtout à l'endroit où il l'avait vue pour la dernière fois. Après avoir pris des notes sur une carte, le policier a laissé l'adolescent rentrer chez lui. Ensuite, les autorités ont fait une déclaration publique identifiant les caractéristiques externes et physiques d'Anna. La police a rapidement commencé à recevoir des informations sur le lieu où se trouvait potentiellement la jeune fille. Chacune d'entre elles a été examinée avec la plus grande attention. Certaines étaient proches de la vérité tandis que d'autres ont conduit les enquêteurs à des impasses. En explorant la voie ferrée près du parc, le sergent Dunn a rencontré un homme qui se promenait avec son fils dans les environs. Ce dernier lui a dit qu'il avait vu des reportages sur la disparition d'Anna à la télévision. Il a également indiqué qu'il y avait plusieurs bâtiments abandonnés derrière la station d'épuration où les adolescents de l'âge d'Anna avaient l'habitude de se retrouver. Les autorités ont décidé que les deux garçons mineurs étaient les principaux témoins de cette affaire. Ils sont donc partis à la recherche du garçon A pour l'interroger. Lorsque le sergent Dunn est arrivé au domicile de l'adolescent, il a réalisé que garçon A et son père étaient précisément les personnes à qui il avait parlé précédemment près de la voie ferrée. Après plusieurs heures, les policiers ont emmené les deux garçons dans un parc pour suivre le chemin qu'ils avaient emprunté le jour de la disparition d'Anna. Ce chemin a mené les policiers à proximité d'une piste de VTT. À ce moment-là, les adolescents ont échangé un regard que le sergent Dunn a décrit plus tard comme étant de connivence. Le sergent a alors pensé que les adolescents, qui n'avaient pas encore été inculpés, cachaient quelque chose d'important. De nouveaux détails sont alors apparus dans le récit de garçon B, qui ne figurait pas dans sa version initiale. Finalement, les policiers ont emmené les adolescents et leurs parents au commissariat. Garçon B a affirmé, comme auparavant, qu'il n'avait plus jamais entendu parler d'Anna après l'avoir laissée en compagnie de son ami. Selon lui, il n'avait aucune idée de ce qui pouvait lui être arrivé de grave. De son côté, le garçon A fourni un compte rendu extrêmement détaillé de ses déplacements ce jour-là. Il a expliqué que garçon B était l'un de ses amis les plus proches et qu'il s'était donné rendez-vous dans le parc dans l'après-midi. Selon lui, il n'avait pas réalisé que son ami amènerait Anna, qui l'ennuyait. Il avait réalisé que la jeune fille était amoureuse de lui. Elle l'avait déjà invité à sortir avec elle une fois. Il avait refusé à nouveau. La même chose s'est reproduite cette fois-ci. Après ces mots, Anna serait partie sans dire un mot. Les policiers ont remarqué que garçon A avait des blessures aux mains et au visage. Ils l'ont interrogé à ce sujet et il a expliqué qu'après avoir été laissé seul par Anna, il était allé se promener. Selon lui, alors qu'il marchait, il a été attaqué par deux hommes. Ils l'ont jeté au sol et lui ont donné plusieurs coups de pied. L'histoire semblait assez logique. Cependant, l'adolescent a ajouté quelques nouveaux détails. Il a déclaré avoir réussi à se relever et avoir porté un coup de pied à la tête de l'un de ses agresseurs. Cette partie du récit semblait davantage appartenir à un fantasme qu'à une réalité. Pour confirmer ou infirmer ce récit, les policiers ont continué à interroger l'adolescent. La description des agresseurs présumés faite par l'adolescent a permis aux autorités de réaliser des portraits robots de ces derniers. Les enquêteurs ont également pris des photos des agresseurs et réinterrogé les personnes présentes dans le parc le jour de la disparition d'Anna. Aucune des personnes interrogées n'a reconnu les agresseurs. Enfin, la police a prélevé un échantillon de boue sur les chaussures de l'adolescent et a saisi son téléphone portable. L'enquête a été dirigée par l'inspecteur Mark O'Neill le mercredi 16 mai 2018. L'hypothèse d'une disparition simple d'Anna
a rapidement laissé place à celle d'un crime possible. Des agents issus de diverses agences ont participé à l'opération de recherche. Ils ont été chargés de procéder à un balayage complet du parc ainsi que de toutes les zones éloignées possibles, des fossés et des buissons. Au cours de leur inspection, les policiers ont découvert une maison abandonnée connue dans le quartier sous le nom de Glenwood House. Cette dernière avait été construite au XIXe siècle. La demeure était inhabitée depuis la fin du XXe siècle. Considérée comme une ruine par les habitants de la région, elle était également un lieu de cachette pour les adolescents qui voulaient se soustraire au regard des adultes. En raison de son éloignement et de son état de délabrement, ce bâtiment servait de lieu de cachette pour les adolescents qui voulaient se soustraire au regard des adultes. L'intérieur comme l'extérieur de la maison était jonché d'ordures. Les policiers se sont séparés en entrant dans la maison. Certains inspectent l'espace principal tandis que d'autres explorent les chambres. Au bout d'un des couloirs principaux se trouve une pièce dont les fenêtres sont condamnées. Il y avait encore de la lumière qui passait. L'un des policiers a fini par distinguer une silhouette humaine. Il s'agissait du corps sans vie d'une femme. Son visage était couvert de cheveux. Au bout de quelques instants, il apparut clairement qu'il s'agissait d'Anna. Elle avait un morceau de ruban adhésif autour du cou et l'extrémité de ses doigts était visible en dessous. Elle semblait essayer de l'arracher pour ne pas suffoquer. La jeune fille était nue. Elle ne portait qu'un bas noir. Après une brève fouille de la chambre, les policiers ont trouvé le reste de ses vêtements. Le soutien-gorge et le t-shirt de la victime avaient été déchirés en lambeaux. Des fragments de l'étui du téléphone portable d'Anna ont été découverts sur le sol. Un bâton et une brique tachée de sang ont été découverts à côté du corps. Tout cela indique qu'il s'est passé des choses terribles ici. Finalement, l'enquête s'est concentrée sur la thèse de l'enlèvement et du meurtre. Sur ordre de l'inspecteur O'Neill, les experts médico-légaux ont commencé à collecter et à analyser les preuves trouvées sur la scène de crime. Le corps d'Anna a été transporté au centre pour y subir une autopsie. L'ampleur des traumatismes subis par le corps de la jeune fille a choqué le pathologiste. Il lui a fallu plus de 40 minutes pour dresser la liste de toutes les parties du corps présentant des blessures. Les blessures les plus graves étaient localisées à la tête et au cou. Il a également été établi qu'Anna avait été contrainte d'avoir des relations intimes. Toutefois, on ignore si cela s'est produit avant ou après sa mort. Outre les échantillons de sang appartenant à la victime, les enquêteurs ont trouvé plusieurs empreintes digitales et des traces de matériel génétique sur ses vêtements. Ces éléments leur ont permis d'établir une chronologie des événements possibles. Anna a vraisemblablement été attaquée dès qu'elle s'est retrouvée dans cette pièce. Alors qu'elle s'effondrait sur le sol, son agresseur l'a frappée au moins 4 fois à la tête avec une brique. Malgré ses graves blessures, la victime était encore consciente et a tenté de s'échapper. Elle a griffé son agresseur avec ses ongles. Comme ses ongles étaient faux, certains se sont détachés et sont tombés sur le sol. Anna a ensuite été traînée jusqu'à la fenêtre. Elle s'est alors inclinée vers l'intérieur. La jeune fille était peut-être déjà morte à ce moment-là. Bien qu'il n'y ait pas d'indices sur la scène de crime désignant les garçons A et B, les policiers les ont rappelés pour les interroger. Ils ont toutefois d'abord décidé d'attendre les résultats de l'analyse des échantillons de boue prélevés sur les chaussures du garçon A. Finalement, l'analyse a révélé la présence de sang d'Anna dans les chaussures de l'adolescent. Le contenu de son téléphone portable a également été examiné. On y a trouvé diverses photos de nature dérangeante, une sélection de films d'horreur, ainsi que des notes énumérant des moyens de nuire à autrui. L'élément de preuve le plus troublant est l'historique des recherches effectuées sur le navigateur du garçon A. Il s'est avéré qu'il recherchait des informations sur les lieux abandonnés de la ville. Le 23 mai 2018, soit une semaine après la découverte du corps sans vie d'Anna dans les ruines d'une maison abandonnée, la police a obtenu un mandat d'arrêt à l'encontre des adolescents. Les parents des garçons ont été informés de la date à laquelle ils devaient se présenter avec leurs enfants pour les remettre aux autorités. L'ensemble de la procédure était confidentiel. Les policiers se sont présentés au domicile des adolescents en tenue décontractée. Ils ont également utilisé des voitures banalisées afin de ne pas attirer l'attention. Le premier à être interrogé est le garçon A. Il était accompagné de son père et d'un avocat. Son témoignage est identique à celui qu'il avait précédemment donné. Dans un premier temps, les interrogateurs ont montré à l'adolescent les images de vidéosurveillance. Ils ont montré 2 silhouettes.
Les images étaient sombres et granuleuses. Le garçon A été spécifiquement informé qu'il pourrait s'agir des hommes qui l'avaient attaqué dans le parc. La police a en fait découvert que les hommes figurant sur les images étaient Anna et le garçon A. L'adolescent a ensuite été confronté à des preuves de son implication. Le suspect, âgé de 13 ans, a répondu par des réponses évasives aux questions qui lui ont été posées. À un moment donné, il a refusé de faire le moindre commentaire, suivant les conseils de son avocat. Sans ses aveux, les enquêteurs ne pouvaient pas l'inculper formellement. Selon la législation locale, toute déclaration d'un suspect doit être acceptée, même si elle est fausse. Un autre interrogatoire du jeune homme s'est déroulé de la même manière. Son témoignage est le même que la nuit de la disparition d'Anna. Cependant, plus de 700 heures d'images provenant de diverses caméras de vidéosurveillance ont montré que son récit concernant le trajet qu'il aurait suivi dans le parc était faux. Le matin du 26 mai 2018, le garçon B a modifié sa déclaration. Il y indique qu'il a fait traverser la piste cyclable à Anna et non la zone du parc comme il l'avait initialement indiqué. Il a également affirmé que le garçon A était entré dans la maison abandonnée avec Anna. Alors qu'il quittait les lieux, il aurait entendu un cri. Selon lui, ce cri n'était pas très puissant. Le garçon B a supposé qu'Anna avait été attaquée par quelqu'un. Il pensait, en partant, que tout irait bien car son ami était là pour protéger Anna. Il a déclaré avoir menti lors du premier entretien parce qu'il ne se souvenait pas de l'itinéraire. Après s'en être prétendument souvenu, il n'a pas modifié sa déclaration car il craignait de paraître suspect aux yeux de la police. Lorsqu'on a montré au jeune homme le ruban adhésif trouvé sur la scène de crime, il l'a immédiatement reconnu. Il a déclaré qu'il l'avait donné à son ami quelques jours avant l'incident. Après ses aveux, l'adolescent a commencé à parler et à fournir de plus en plus d'informations nouvelles. Dans sa nouvelle version des faits, il raconte qu'après avoir laissé Anna en compagnie de son ami, il a décidé d'explorer les ruines de la maison. Entendant le cri de la jeune fille, le garçon B serait revenu dans la chambre et aurait vu le garçon A attaquer Anna. Selon lui, l'agresseur a d'abord tenté d'étrangler Anna pour ensuite lui arracher ses vêtements. La jeune fille pleurait et suppliait le garçon A de cesser. Mais ce dernier n'avait pas l'intention de s'arrêter. Dans la soirée du 26 mai, les autorités ont officiellement inculpé le garçon A pour meurtre. Les funérailles d'Anna ont eu lieu le jeudi 31 mai 2018. Les parents de la victime ont demandé au public de faire un don à une organisation russo-irlandaise qui s'occupe des processus d'adoption d'enfants. Grâce à cette dernière, ils ont pu faire entrer Anna dans leur famille. Le cercueil de la fille était décoré d'un drapeau russe et d'une poupée matrioshka. Ces éléments faisaient référence à ses origines. Une petite figurine de la Tour Eiffel a également été placée sur le cercueil car c'était le passe-temps favori d'Anna durant ses vacances à Paris. Après l'enterrement, l'enquête sur les causes de sa mort a continué. L'inculpation du garçon A permis à la police d'obtenir l'autorisation de fouiller le domicile et la chambre de l'adolescent. Plusieurs éléments de preuve y ont été découverts qui ont renforcé les soupçons pesant sur l'accusé. Les autorités y ont trouvé un sac contenant ce qui a été décrit plus tard comme le kit du tueur. Il s'agissait d'un masque de cuir artisanal, de genouillères et de coudières, de gants et d'une écharpe en filet. L'examen médico-légal a révélé la présence du sang d'Anna sur chacun de ces objets. 2 téléphones portables ont également été découverts. Ensemble, ils contenaient plus de 12 000 images pornographiques. La plupart représentèrent des hommes, les yeux fermés, en train d'étrangler des femmes nues. Après avoir examiné l'historique de navigation de ces appareils, les enquêteurs ont découvert que l'adolescent visitait régulièrement des sites pour adultes. En règle générale, le jeune homme était attiré par des vidéos mettant en scène des filles russes. Certaines d'entre elles s'appelaient Anastasia. Au fil du temps, les preuves contre l'adolescent ont fini par se multiplier. Tout d'abord, un homme qui promenait son chien dans le parc a affirmé avoir vu l'accusé près d'une maison abandonnée le jour de la disparition d'Anna. Ensuite, un camarade de classe du jeune homme a témoigné. Selon lui, l'accusé aurait eu un comportement étrange pendant plusieurs jours après la disparition de la jeune fille. Par ailleurs, les enquêteurs ont reçu les résultats de l'analyse du matériel génétique trouvé sur les vêtements de la victime. La comparaison avec l'échantillon d'ADN prélevé sur l'accusé a révélé une concordance entre les deux. Cela a permis d'élargir les charges retenues contre l'adolescent de 13 ans. Il est désormais également accusé de contrainte aggravée à l'intimité. Depuis, les adolescents ont été interrogés au moins 3 fois plus souvent. Les enquêteurs ont tenté d'obtenir de plus amples informations sur le jour où l'infraction a été commise. Le garçon B a fait une nouvelle déclaration.
Il a expliqué qu'à une époque, lui et le garçon A étaient proches amis. Cependant, ils se seraient récemment disputés et éloignés l'un de l'autre. Selon lui, il avait cessé de lui faire confiance. Ce dernier l'avait toujours trouvé étrange. Il avait peur de lui, même s'il ne comprenait pas exactement la raison de cette peur. Selon les éléments de preuve, 1 mois avant l'agression d'Anna, les 2 élèves ont eu une conversation. À ce moment-là, le garçon B n'avait pas pris ses paroles au sérieux. Il a néanmoins demandé à son ami de lui confirmer l'identité de la victime potentielle. Ce dernier aurait répondu qu'il souhaitait éliminer Anna. Même après cette déclaration, le garçon B n'a pas cru que son ami pouvait vraiment commettre un acte pareil. L'adolescent ne se rendait pas compte que c'était exactement ce qu'il avait voulu faire lorsqu'il avait demandé d'amener la jeune fille de 14 ans dans la maison abandonnée. Alors qu'il assistait à ce crime brutal, le garçon B n'arrivait pas à croire à ce qu'il voyait. Selon lui, la peur qu'il a ressentie à ce moment-là l'a paralysé. Bien qu'il ait voulu aider Anna, il n'a pas pu bouger et s'est contenté de regarder. Bien que sa participation au crime n'ait pas été directe selon ses propres dires, il a tout de même été arrêté. Pour obtenir l'autorisation de rester chez eux en attendant le procès, les parents des accusés ont dû déposer une requête auprès de la Cour suprême. Le 2 août 2018, les 2 garçons ont été libérés sous caution. L'âge des délinquants a contribué à cette décision. Ils étaient tous 2 âgés de 13 ans. En raison de l'abondance des preuves médico-légales et visuelles, le processus de saisine des tribunaux a été différent de celui habituellement observé. Il a notamment été interdit au public d'assister au procès. Des salles séparées ont également été prévues pour chacune des familles des accusés. Elles pouvaient s'y reposer et s'entretenir en privé avec leurs avocats. Une pause de 15 minutes était observée après chaque heure de procès. Cette mesure visait à réduire la fatigue des adolescents. Les juges ont reçu l'ordre de ne pas porter les perruques et les robes traditionnellement portées pendant les sessions. Les autorités estiment qu'une telle image des juges pourrait effrayer les jeunes délinquants. La composition du jury a également été modifiée. Un nouveau groupe de 8 hommes et 4 femmes était constitué pour la procédure. Tous ont été informés de l'interdiction de révéler l'identité des accusés. Les avocats du garçon A ont demandé la tenue de 2 audiences distinctes. Ils ont fait valoir que le témoignage du garçon B aurait pu être sorti de son contexte et utilisé contre leur client. Le juge Paul McDermott, qui devait présider le procès, a toutefois rejeté cette demande. Il a estimé que séparer les 2 affaires empêcherait le jury d'avoir une vision complète des événements. Les avocats du garçon B ont demandé que leur client soit interrogé par des experts spécialisés dans les traumatismes de l'enfance. Début 2019, un psychologue a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, également connu sous l'acronyme TSPT, chez l'adolescent. Ce trouble explique pourquoi l'adolescent n'a pas dit la vérité lors de sa première déclaration. Selon les experts, ces mensonges n'étaient pas dus à un sentiment de culpabilité, mais au grave traumatisme qu'il a subi après avoir été témoin du crime. Bien que les avocats de l'adolescent aient initialement prévu de faire témoigner des experts pour sa défense, ces témoignages auraient pu se retourner contre lui. L'un des psychologues a admis que le sujet avait révélé des informations qu'il n'avait pas communiquées à la police auparavant. Il n'est pas exclu que la divulgation de ces données lors du procès permette à l'avocat du garçon A de les utiliser pour défendre son client. En temps normal, la préparation d'un procès prend entre 18 et 24 mois. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, le processus a été grandement accéléré dans cette affaire. La première audience a eu lieu en avril 2019. Géraldine et Patrick étaient présents dans la salle d'audience, tout comme les parents des adolescents qui se tenaient aux côtés de leurs enfants. Au fil de l'audience, les représentants des prévenus sont apparus de plus en plus inquiets. Le tournant pour la mère du garçon B est intervenu au moment où son fils a parlé d'Anna. Il a notamment fait des commentaires sur la façon dont elle s'habillait. Il l'a trouvée provocante. La douleur que ressentaient les parents d'Anna, ainsi que celle des parents de l'accusé, se lisait sur leur visage lors de la reconstitution des événements. La quantité de détails fournis par le garçon B au cours de son témoignage a choqué toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Des témoins ont été appelés à la barre tous les jours. Tout au long du procès, l'ensemble des preuves de l'implication des accusés ont été présentées. Elles ont également été accompagnées de plusieurs cartes numériques créées à partir d'images satellites. Celle-ci montre la zone du parc Santa Catalina, où Anna a été vue pour la dernière fois. C'est dans cette zone qu'Anna a été vue pour la dernière fois.
une équipe de technologues du National Forensic Science Bureau a créé un modèle 3D de l'extérieur et de l'intérieur de Glenwood House. Ce modèle indique l'emplacement du corps d'Anna. Les jurés ont reçu des images réelles de la scène de crime sur lesquelles on peut voir la victime ainsi que l'arme du crime. L'équipe de défense du garçon B a décidé d'inviter un psychologue qui, avec ses collègues, fournirait une évaluation indépendante de sa santé mentale. L'expert a déclaré que l'adolescent avait été diagnostiqué comme souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de l'incident. Par ailleurs, l'avocat du garçon a présenté le questionnaire scolaire de son client. Ce questionnaire a été rempli quelque temps avant l'agression d'Anna. Il y décrivait le garçon A. Il y mentionnait notamment que ce dernier aimait regarder des films d'horreur et passer du temps dans des endroits abandonnés. Le garçon B a également décrit son ancien ami comme une personne étrange ayant maintes fois mentionné des formes d'agression et de satanisme. Finalement, le juge a décidé que ces informations ne pouvaient être utilisées comme preuve par aucune des parties. Le jury s'est rapidement réuni pour commencer à délibérer. La dernière session du procès, qui s'est déroulée le 15 juillet 2019, a marqué la fin des audiences. Avant de rendre son verdict, le juge Paul McDermott a remercié le jury pour son travail tout au long du procès. Au terme de son délibéré, le jury a reconnu le garçon A, coupable des chefs d'accusation de meurtre et d'incitation aggravée à l'intimidation. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, avec possibilité de réexamen au bout de 12 ans. Le garçon B a quant à lui été reconnu coupable du chef d'accusation de meurtre. Il a été condamné à 15 ans de prison, avec une possibilité de réexamen au bout de 8 ans. Lorsque la sentence a été prononcée, les parents des adolescents ont serré leurs enfants dans leurs bras. Le père du garçon B n'a pas pu contenir ses émotions et a explosé de colère. Il a même été expulsé de la salle d'audience avant d'y être autorisé à retourner. Géraldine et Patrick, quant à eux, pleuraient doucement. Après la fin du procès, ils ont parlé publiquement de leur expérience de la perte d'Anna. Selon eux, leur douleur était immense et rien ne pouvait les dédommager du départ d'Anna. Les raisons pour lesquelles 2 garçons de 13 ans ont perpétré un massacre si brutal contre Anna restent inconnues. Certains avancent l'hypothèse selon laquelle la jeune fille a été victime d'un acte odieux simplement parce qu'elle était différente. Ce crime odieux n'a pas seulement ôté la vie à Anna et laissé ses parents dévastés, il a également détruit l'existence des accusés et de leurs familles. Dans une affaire qui a secoué tout le pays, les adolescents sont devenus les plus jeunes personnes condamnées pour meurtre en Irlande. Malgré la brutalité de leur acte, la loi irlandaise ne permet pas de révéler leur identité. En 2023, une dizaine de personnes ont été accusées d'avoir rendu publiques les données personnelles des 2 adolescents. Certains de ces citoyens pourraient être poursuivis en justice.